Les vraies voix du rugby, bonsoir. L'émission du lundi qui traite de toute l'actu rugby au sommaire. Clermont l'emporte sur le fil grâce à la botte de Benjamin Ourdapileta, l'ouvreur de l'ASM, sera notre invité. Castres tombeur de Toulouse, routine ou exploit, on en parlera avec Louis Lebrun, le jeune ouvreur du Castres Olympique. Didier Codorniou, futur président de la fédération, on le saura dans quelques jours. L'ancien 3/4 centre du 15 de France se présente aux élections dans 12 jours. Il sera donc notre invité aux alentours de 20h30. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. C'est parti pour une heure rugby et 100% rugby. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir Yohann Huget, bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir Quentin Cabanis, les 3 news du jour Quentin. Les 3 news du jour, François. En effet, pour démarrer cette émission, on va démarrer avec ce qui nous a été annoncé ce week-end par Jean-Marc Lermé, le vice-président de la FFR dans Au cœur de la mêlée. Il a annoncé que Hugo Oradou et Oscar Gégou ne rejoueront pas en équipe de France tant que le non-lieu officiel n'aura pas été prononcé. La prochaine étape, d'ailleurs judiciaire pour les 2 joueurs, aura lieu le 18 octobre. Pour rappel, le parquet de Mendoza a déposé vendredi une demande de non-lieu. L'audience se déroulera, elle, à huis clos. Romain Poite et Mathieu Rénal, les dirigeants de l'arbitrage professionnel en France, jugent que les attitudes et les déclarations à chaud des Toulonnais hier soir après leur défaite à Clermont ne sont pas acceptables. Ils montent au créneau et pour rappel, les Toulonnais se sont plaints des différentes décisions prises à la fin du match par l'arbitre, avec notamment Dany Priso qui a dit « on s'est fait entuber ». 2 mois après son titre olympique, Antoine Dupont, lui, est de retour à l'entraînement avec le Stade Toulousain et il serait même disponible pour pouvoir jouer ce week-end. Et enfin, il y a un homme qui a annoncé qu'on vit actuellement sa dernière saison en top 14, mais également en carrière. Benjamin Ourdapileta a annoncé qu'il retournerait en Argentine à la fin de la saison et qu'il raccrocherait les crampons. Ouais, mais ça tombe bien, c'est notre invité. Bonsoir Benjamin Ourdapileta, merci d'être avec nous en direct dans les vraies voix du rugby sur Sud Radio. Bonsoir, ça va ? Ça va bien, on est très heureux de t'avoir avec nous, Benji, comme on te surnomme. Victoire hier, 19-18 face à Toulon, victoire dans les dernières minutes. Yohann Huget, toi qui as vu ça, qui as vu ce match, est-ce que les contestations toulonnaises te semblent justifiées ? Contestations toulonnaises peuvent être justifiées s'ils ont l'impression d'avoir tout donné et qu'ils ne sont pas récompensés. Maintenant, Clermont a fait le job aussi. Ils sont revenus dans la partie, ils étaient malmenés. L'expérience aussi de Benjamin, on va dire, en français, Ourdapileta, était importante pour ce groupe. Et il n'y a pas de doute, dans ces circonstances-là, il arrive toujours à hausser son niveau de jeu, et avec les conditions climatiques qui étaient très compliquées hier, il a réussi à redresser la barre avec un drop qui passe pas loin aussi. Donc il a été vraiment le chef d'orchestre de la victoire clermontoise. Ouais, Benjamin, elle fait plaisir cette victoire parce qu'elle a été quand même dure à se dessiner, elle était longue à se dessiner. Oui, ça fait plaisir, surtout parce qu'on jouait contre Toulon, une équipe qui était vraiment en forme et qui est venue chez nous avec une grande équipe. Ils nous ont mis en difficulté quasiment tous les matchs. Et on perdait pour 9 points, il restait 25 minutes, je crois, 20 minutes. C'était compliqué avec les conditions. Mais avec l'équipe, on a réussi à continuer à croire qu'on pouvait gagner ces matchs et avec les collectifs, on a réussi à les faire à la fin. Donc oui, ça fait plaisir d'avoir gagné ces matchs. Avec en plus cet essai là de Delgui, ton compatriote argentin, c'était une combinaison de Pumas, ça, ou c'était une inspiration de Benji? Ouais, c'était entre les deux. On s'est parlé juste avant que j'ai fait la passe de venir un tireur de moi, et ça, à la fin, ça s'est ouvert pour lui. Donc ça fait plaisir aussi pour lui qui revient après d'avoir passé 3 mois avec la sélection et d'arriver au club et marquer un essai très important. Et ça fait plaisir. Philippe Spanghero pour Benjamin Ourdapileta, notre invité dans les vraies voix du rugby. Salut Benjamin. Écoute, alors moi j'ai 2 questions. La première, c'est Christophe Urjos qui nous disait il y a quelques semaines, en étant notre invité, qu'il voyait des choses à l'entraînement la semaine qui lui laissaient penser que ce groupe avait pris de l'envergure et que maintenant il attendait de le voir en match. Est-ce que tu penses toi aussi qu'il y a un écart vraiment entre le potentiel que tu ressens de ce groupe la semaine à l'entraînement et ce que pour l'instant vous produisez sur le terrain? Ça, c'est ma première question. Oui, je suis d'accord, parce qu'on fait de très bonnes semaines, mais après, dans les matchs,
on n'est pas très, on les voit pas trop sur le terrain les week-ends. Ça, c'est vraiment dommage. Mais cette semaine, je crois, ce match, les météos, c'était compliqué pour faire le jeu qu'on voulait faire. Donc, on a dû s'adapter par rapport aux conditions. Mais oui, je suis d'accord que pour l'instant, on n'a pas vu vraiment les vrais visages des Clermont. Donc, il nous reste beaucoup pour s'améliorer. Donc, il faut que ça revienne vite parce qu'on a besoin d'améliorer aussi notre jeu encore. La deuxième question, Philippe. La deuxième question, elle est en lien forcément, c'est savoir si cette victoire, elle était primordiale pour maintenir justement cette dynamique et cette croyance que ce groupe il a du potentiel, parce que là vous êtes revenu de loin. Il y avait une défaite lourde où on s'était vraiment posé des questions sur le caractère collectif de l'ASM en terre catalane. Donc j'imagine que hier, sans victoire, ça aurait commencé à trotter dans les têtes, j'imagine. Ah oui, c'est sûr que oui. Si on parle de ce match, on allait commencer à douter. Donc, ça a été très important de gagner pour beaucoup de raisons et surtout pour les non-matchs qu'on avait fait à Perpignan. On a fait dans l'intensité, dans l'agressivité, dans toutes les choses qu'on devait mettre à Perpignan. On a passé à côté. Donc, au moins, on a vu un collectif plus connecté, un collectif qui joue ensemble. Donc, c'est un bon signe pour le groupe. Mais après, maintenant, il faut pas choisir les matchs. C'est ça le problème pour l'instant avec nous, qu'on montre un visage à la maison et notre visage à l'extérieur. Donc, il faut essayer de montrer le même visage à la maison et à l'extérieur. Et après, les matchs, tu peux les perdre, mais le problème, c'est de la façon comment tu les perds. Merci. Johan. Non, Benjamin, c'est juste pour te dire, là, vous avez gagné à domicile, vous pouvez faire tourner pour la Toulouse maintenant la semaine prochaine, non? Vous êtes tranquille. Vous avez assez de points. Je ne sais pas ce qu'il a fait Christophe, mais après, j'ai vu qu'Antoine Dupont il a recommencé cette semaine et a été disponible pour ce week-end. Il n'a pas pu espérer la semaine prochaine pour être disponible. Non, pas possible, il n'a pas de chance, nous. Il aime bien revenir, qu'il y ait un peu de public, tu vois, c'est pour le mettre un peu en selle. Putain, c'est pas possible, pas de chance. Même contre Perpignan, le premier match, il joue à Bessiers et le premier match qu'il joue à Giral, c'est contre nous. Ouais, c'est pour tester le caractère du groupe, ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, il paraît que c'est toi qui fais la causerie, Benjamin, qui a fait la causerie hier avant le match dans le vestiaire. Là. Qu'est-ce que tu leur as dit à tes coéquipiers? Ça, c'est secret d'équipe. Je ne peux pas dévoiler mon en espagnol. Secret. En espagnol, ça doit pas être très bon à entendre en espagnol, hein, connaissant... Après, oui, moi, franchement, j'essaie je parle pas souvent. Je parle, mais j'essaie que les capitaines ou des autres leaders qui parlent. Mais toi, hier, j'étais un peu excité, je sais pas, pour les matchs et tout. Donc, je parlais à Baptiste, je pouvais parler avant le match pour motiver les mecs. Et c'est une personnalité, franchement, quand je suis dehors de rugby, je suis pas comme ça. C'est une personnalité que ça m'arrive jusque pour le moment des matchs. C'est un peu bizarre. Quand je vois les images, je ne me reconnais pas, par exemple. Moi, il m'a semblé voir dans ta mécanique ou dans ta routine de buteur que tu avais ajouté un geste. Avant, il y avait le balancier et maintenant, j'ai l'impression... Ah, il y avait le nez aussi. Oui, déjà. Le nez, c'est... à mon avis, François, il ne change pas à 40 ans. Non, on ne change pas de routine à 40 ans. Ah non, le nez, ça y était déjà. Hein. Oui, l'année, c'était. Je crois que je ne sais pas si c'est venu l'année dernière ou il y a 2 ans. Ah, d'accord. Mais c'est pas non plus très, très d'avant. Hein. On est d'accord. C'est juste que. Voilà, c'est venu... le balancier, je l'avais, mais le nez, ça m'avait. Et pourquoi le nez alors? C'est dégueulasse, le nez. Hein. Ça te relâche? Non, mais je ne sais pas. Mais ça a venu tout seul. Mais je me vois quand je vois les images, j'ai dit putain, pourquoi j'ai fait ça? Mais maintenant, je suis obligé de le faire. mais j'aime pas. Hein. Je les vois, je dis c'est pas beau ça. Ouais.
Pas de C'est comme ça. pas de problème, qu'est-ce qui te passe par la tête sur la pénalité de la Gagne, 77e minute à peu près quand même, elle est importante. Il en a eu beaucoup des pénalités comme ça avec Castres, donc il sait les gérer. C'est vrai, champion avec Castres en 2018, on le rappelle, mais quand même, même si on a de l'expérience, 38 ans, hein, pas 40, attention Johan. Bientôt 39. Oui, attends un peu. Respect. C'est quoi la routine? Tu penses à quoi à ce moment-là? Moi, c'est une chose que j'adore. Donc, une fois que l'arbitre il avait sifflé pénalité pour nous, j'ai pris le ballon, je voulais déjà taper et transformer la pénalité. Donc, la seule chose que je pense, c'est que je sais que je vais la réussir. Je commence pas à douter, ou je commence pas à réfléchir qu'est-ce qui arrive si je la loupe ou je la mets. Et je prends le ballon et je suis direct dans ma tête. Ce ballon, cette pénalité, je vais la mettre. Et je me concentre dans ma routine et c'est tout. Il n'y a pas de doute à se poser dans ce moment-là. C'est assez simple finalement. Buteur. Ouais, c'est très simple. Allez, dernière petite question à te libérer, Benjamin. Tu as annoncé cette semaine l'arrêt de ta carrière, donc tu auras 39 ans à la fin de la saison. Et c'est sûr, un retour en Argentine. Quel est ton avenir là-bas? Oui, ça va être la fin de la carrière professionnelle. Et c'est dur, hein? Ça fait mal au cœur de dire ça, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais après, oui, la vie qu'on veut faire avec ma femme et les enfants, c'est vivre en Argentine. Et donc peut-être quand je vais rentrer, au début, je vais juste me focaliser sur ma famille, sur mes enfants, parce que ça va être une nouvelle vie pour eux. Donc, je vais être plutôt attentif à ça et après, je verrai si je vais jouer peut-être amateur dans mon club formateur là-bas et les autres choses, business et tout, que je vais commencer à faire. Je vais prendre mon temps à réfléchir et à m'occuper 100% de ma famille. C'est ça le plus important. Ouais, et une dernière question courte sur la relation avec l'entraîneur que tu as suivi toujours. Lui, il nous annonçait qu'il avait été déçu de ne pas t'avoir fait venir à l'UBB. Tu l'as suivi à Oyonnax, à Castres, à Clermont. C'est quoi la relation que tu entretiens avec Christophe Furios? Moi, c'est une relation de beaucoup de confiance. Et franchement, depuis que je suis arrivé, moi, c'est lui qui m'a fait venir en France, à Oyonnax. Et heureusement, on a eu beaucoup de bonnes saisons ensemble. Donc, il sait qu'est-ce que je peux apporter dans une équipe. Il me connaît très bien. Et on a travaillé beaucoup des années ensemble. Et moi aussi, je sais comment il est comme coach, sa façon d'entraîner. Donc, j'aime bien. Et après, comme je disais, les jours que j'avais signé ici à Clermont, c'est aussi un peu grâce, parce que lui, c'était le coach, parce que c'était une bonne fin d'histoire de finir avec les coachs qui m'a fait venir en France. Il va pas venir avec toi en Argentine? Non, je pense pas, c'est bon, ça suffit. On a passé déjà beaucoup d'années, c'est bon. Chacun, une en France et l'autre en Argentine, c'est bon. Mais si jamais un jour il avait besoin d'un adjoint qui connaît bien le jeu au pied, par exemple, ce serait possible? Non, je ne pense pas que je vais faire, toi, dans le rugby, après des staffs rugby professionnel, non, je ne pense pas. Oui, dans le monde amateur, dans mon club, là-bas, oui, mais professionnel, je ne me vois pas. J'adore, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps dehors de la maison, de la famille, et moi, je vais passer du temps avec ma famille. Bon, en tout cas, c'est sympa d'avoir passé du temps avec nous ce soir sur Sud Radio dans les vraies voix du rugby. Merci Benjamin Urdapilleta et bravo encore pour cette victoire face à Toulon 19-18 hier. Donc, on l'a vécu en direct sur Sud Radio. À très bientôt et bon déplacement à Toulouse. Donc, alors en espérant que tout se passe bien avec Antoine Dupont. Voilà. Merci Benjamin. À très bientôt. Dans un instant, un jeune joueur que tu connais bien, Benjamin, c'est Louis Lebrun qui sera avec nous parce qu'on va parler de Castres et de l'exploit des castrés le week-end samedi face à Toulouse. On en parle bien sûr sur Sud Radio. Restez bien avec nous. Vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300.
Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix du rugby, bien sûr. 0826 300 300 pour participer au débat, à l'émission, bien évidemment. Yoann Huget, Philippe Spanghero sont là, Quentin Cabanis, toute l'équipe, et puis aussi les invités, parce que on revient sur l'actualité du week-end, et un des faits marquants du week-end, c'est la victoire de Castres face à Toulouse, 28-23. On l'a vécu, bien sûr, en direct sur Sud Radio. Et surtout, on a vu et on a apprécié la belle prestation de Louis Lebrun, l'ouvreur de Castres, qui est avec nous en direct. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a l'impression quand même que battre Toulouse, c'est limite un peu une routine maintenant du côté de Castres. Je crois que ça fait depuis 2019 que vous n'avez pas perdu contre les Toulousains. Déjà, merci de l'invitation, ça me fait vachement plaisir. Ah bon. Et une habitude, je pense pas non plus que ça soit une habitude. C'est vrai que c'est toujours des gros matchs où c'est un peu indécis jusqu'à la fin. Mais en tout cas, c'est sûr que le plaisir est au maximum quand on gagne dans ce derby. Yoann Huget, Yoann est avec nous. Toi, tu as vécu ces matchs à Castres. Pourquoi Toulouse bute toujours sur Castres? Là, on a vu des problèmes en mêlée. Il y a toujours un petit truc qui fait trébucher un peu le favori toulousain. Non, félicitations à eux pour leur victoire parce qu'ils étaient malmenés. 11-20 à la mi-temps, pas évident. Les Toulousains revanchards, ils avaient perdu à la maison. Et pour revenir sur cet obstacle, c'est que Castres, à chaque fois, arrive à contrer les offensives, arrive à se remettre dans la partie. Et on l'a vu, hein, ils sont repassés par le combat et ce qui fait leur force, c'est leur ADN, une grosse mêlée, une grosse défense, avec Babillot qui a fait encore un excellent match, des avants qui ont été omniprésents et Louis qui a fait le job derrière aussi. Philippe Spanghero, d'abord toi tu connais bien quand même on va dire l'environnement castré, et puis surtout une petite question pour Louis. Ouais, salut Louis. D'abord, je tiens à te dire que tu dois le savoir, mais tu as quand même un oncle qui est particulièrement attentif parce qu'à la nuit du rugby, c'était le lendemain ou sur le lendemain de je sais plus quel match, il avait une discussion endiablée sur ta prestation du week-end d'avant. Donc, on sent qu'il est au soutien. Ça, c'était pour la parenthèse. L'oncle, c'est Yann Delegue, hein, on le précise. C'est Yann Delegue, bien sûr, ouais, pour la petite anecdote. Non, ma question, c'est un peu la même toujours quand on reçoit les joueurs du CO. C'est cette équipe à réaction que vous êtes devenu depuis plusieurs saisons. Alors, quelque part, ça a un côté très rassurant parce que vous êtes sûr de votre force de caractère collectif et de la capacité de vos leaders à être au rendez-vous, comme le disait Yoann, notamment avec le match du Babillon encore ce week-end. Mais à la fois, qu'est-ce qui manque pour que vous vous mettiez dans des situations plus confortables? Parce que vous êtes large vainqueur des deuxièmes mi-temps à domicile, mais souvent des premières mi-temps très compliquées. Est-ce qu'il n'y a pas un petit frein psychologique à l'entame des matchs du côté du CO? Ouais, salut à toi. Et par rapport à mon oncle, c'est vrai qu'il suit beaucoup, pour rebondir sur ça rapidement. Il suit beaucoup, je l'ai encore eu au téléphone pour débriefer le match de ce week-end. Donc c'est vrai que c'est important pour moi qu'il me suive. Et pour parler de l'ADN et de notre ADN qui serait à réaction à chaque fois, comme tu l'as dit, c'est vrai que je pense qu'on a manqué un peu de maîtrise sur ce match et sur d'autres matchs au fil de la saison. Et je pense que ce match peut être différent si on maîtrise déjà mieux nos sorties de camp, où on a été un peu embêté par le Stade Toulousain qui a dû viser ça, parce que c'est vrai que ça fait 2-3 matchs déjà qu'on a du mal à sortir notre camp. Donc c'est un truc qu'on a commencé à bosser déjà en début de semaine aujourd'hui pour le match contre Pau. Et non, c'est surtout, comme je t'ai dit, ouais, de la maîtrise et peut-être un peu de lucidité. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler de combat, de ci, de ça, mais c'est vrai qu'avant tout, il faut être froid et faire les bons choix quand il faut. Louis Lebrun, tu disais à la fin du match qu'il fallait quand même féliciter les gros et leur payer des burgers. Est-ce que vous l'avez fait, vous, les trois quarts? Bon, on s'est un peu raté sur les burgers, mais on l'a payé 2-3 coups à boire quand même. Bon, ok. 6 pénalités obtenues en mêlée. C'était un secteur que vous aviez ciblé dans la préparation du match? Je pense que les gros l'ont ciblé, oui. 6 pénalités, c'est quand même beaucoup sur un match. C'est rare de voir autant de domination en mêlée. C'est sûr que pour nous, derrière, jouer avec un pack dominant comme ça, c'est forcément plus simple.
Mais je sais pas trop, je peux pas trop te dire s'ils l'ont ciblé ou pas, parce que c'est vrai que je me suis pas encore entraîné avec eux durant la semaine. Donc, T'as pas fait les vidéos des gros. Non, je suis pas allé là en vidéo. Le rôle de Yann Delegue, justement, ton oncle, on en parlait, ancien grand numéro 10 international du Stade Toulousain et du Castres Olympique notamment, et de Toulon. C'est un rôle, on va dire, de soutien technique ou uniquement un peu psychologique aussi, parce que c'est quelqu'un qui connaît ce que tu ressens, les hauts, les bas dans une saison. De quel ordre en fait est son soutien? C'est un peu des deux. Il a vraiment ce rôle sur la technique surtout. Il m'apporte beaucoup d'éléments et de choses à faire en cas d'erreur ou autre. Et aussi sur de l'accompagnement mental, parce que c'est vrai qu'il connaît ça et je lui fais vraiment confiance sur ça. Je sais qu'il a une grande carrière et qu'il peut m'apporter beaucoup dans l'aspect psychologique aussi. Ouais, mais c'est vraiment un rôle plus, je dirais, d'oncle que de spécialiste technique ou psychologique. Une grande carrière qui avait débuté à Toulon. Est-ce que toi, qui a grandi à Toulon ou en tout cas à côté, jouer à Mayol, ça sera un rêve un jour? Jouer à Mayol avec le maillot de Toulon, je veux dire. Oui, avec le maillot de Toulon. Ouais. Un rêve, je sais pas, ça me plairait, mais pour l'instant, c'est vrai que je suis très heureux et épanoui à Castres et je pense pas trop à ce qui arrivera dans les années suivantes. Ouais. Mais oui, ça peut. Je sais pas si on peut parler de rêve, mais ça me plairait bien sûr. Johan, 5e saison de Louis Lebrun, 22 ans, 5e saison en top 14. Et, ça fait, hein. Oui, moi j'ai vu ça en préparant l'émission. Ça fait un peu déjà vieux routier, 22 ans. Quand on voit 5 ans, 22 ans, il y a un problème dans l'énoncé quelque part. Mais non, mais ça prouve que il commence à être déjà, les jeunes arrivent bien prêts, bien préparés pour le monde du professionnalisme. Et après, il est bien encadré aussi par son oncle. Donc, il connaît un peu tous les rouages d'un vieux briscard seulement à 22 ans. Et Xavier Sadourny aussi, j'imagine que ça doit changer aussi quand tu es ouvreur d'avoir un nouveau coach derrière. Ouais, c'est sûr que ça a beaucoup changé. On a changé pas mal de trucs. Puis Xavier, qui était vraiment un très bon attaquant de ce qu'on m'a dit, c'est vrai qu'il m'aide beaucoup sur cet aspect-là parce que c'est quelque chose que je devais bosser où je dois progresser encore. Et aujourd'hui, il a un rôle particulier parce qu'il m'aide vraiment beaucoup sur la gestion de l'attaque. Philippe Spanghero, peut-être une petite question pour clôturer, remercier Louis Lebrun. Non, pas de question, juste le féliciter encore pour ce week-end. Et puis c'est vrai que, comme le disait Johan, 5 ans déjà de rugby pro à 22 ans, c'est beaucoup. Mais en l'occurrence, c'est vrai que Castres est un club qui permet cet épanouissement-là. Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais il a grandi quelque part au CO, même s'il est toulonnais, on le disait tout à l'heure. Et quelle relation tu portes avec ce club qui t'a fait grandir et qui t'a offert le haut niveau? Je leur dois beaucoup, effectivement. J'ai pas joué en professionnel à Toulon et je suis directement arrivé à Castres à 18 ans. Donc déjà, de m'avoir fait confiance, parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire confiance à un jeune et de le faire jouer. Et aussi, vraiment les remercier. Moi, ils ont une place vraiment importante parce que c'est vrai qu'ils ont pris le temps aussi de me lancer. Ils m'ont pas lancé à 18 ans dans des matchs impossibles ou autres. J'ai eu vraiment l'impression d'arriver au fur et à mesure et de m'imposer dans le groupe au fur et à mesure. Et je pense que c'est aussi dû au staff qui a bien géré le truc. Mais c'est vrai que c'est mon club des débuts, donc ils ont vraiment une place particulière. Puis la ville fait que nous, les joueurs, on aime fort ce club et on aime fort le peuple qui soutient ce club parce que c'est comme ça, quoi. C'est l'ADN du CO. Objectif tournée de novembre, là, si ça continue comme ça pour toi, Louis, et avec un CO qui est 3e, qui est pour l'instant dans le bon wagon du top 14. Objectif déjà gagner avec le CO et après la tournée de novembre, je vous avoue que j'y pense pas vraiment et si ça me tombe dessus tant mieux, si ça me tombe pas dessus, il faudra continuer à travailler pour que ça tombe plus tard. Bon, merci en tout cas Louis d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, c'était un plaisir. Bon match ce week-end bien sûr qu'on suivra sur Sud Radio et félicitations pour ce début de saison. On va se retrouver dans un instant encore sur Sud Radio dans les vraies voix du rugby au 0826 300 300. Didier Codorniou va être notre invité, le candidat à la présidence de la Fédération française de rugby qui va répondre à nos questions et on se retrouve dans un instant.
Sud Radio. Sud Radio, parlons. Les vraies voix du rugby, l'émission qui suit l'actu du rugby et qui l'a fait aussi. On est très heureux d'avoir avec nous bien sûr Yoann Huget, Philippe Spanghero et vous les auditeurs qui pouvez nous appeler au 0826 300 et gagner 2 places pour le match Toulouse-Clermont. 2 places offertes par Sud Radio si vous nous appelez au 0826 300 300 avant la fin de cette émission. On parlait d'actu, l'actu on va dire hors rugby, hors terrain, c'est celle de la campagne pour la présidence de la Fédération française de rugby et on est content et heureux d'accueillir Didier Codorniou qui est en direct avec nous en campagne. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir François, bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous Didier. Je disais en campagne, on va quand même te présenter, ancien international de français, 32 sélections avec le 15 de France, 2 boucliers de Brennus avec Narbonne, 1 avec le Stade Toulousain, un grand chelem en 81 et titulaire notamment lors de la première victoire du 15 de France en Nouvelle-Zélande, c'était en 79. Je disais tu étais en campagne et donc ce soir là, le bruit qu'on entend derrière toi Didier c'est... Ouais, désolé. Désolé, je suis dans un bureau à Miélan où il y a 40 présidents donc du Gers où on échange avec mes colistiers et colistières. Et donc, je ne vais pas leur demander de faire moins de bruit, mais bon, je me suis un peu isolé, désolé. Non, mais c'était juste pour planter le décor. Cette candidature, cette présidence, toi qui es quand même un élu de la République, maire de Gruissant, président du vice-président de la région Occitanie, qu'est-ce qui t'a poussé à briguer la présidence ? Ouais, tout simplement la passion. Vous savez, dès que vous passez les 60 ans, on se pose beaucoup de questions un peu essentielles ou existentielles. Le rugby m'a beaucoup donné et apporté. Et en fait, je me suis aperçu que je m'étais engagé, donc après ma carrière où j'étais manager des moins de 20 ans et sélectionneur. Et en fait, je pensais et je pense toujours, qu'il était important que je puisse m'investir, notamment pendant cette campagne, où je découvre beaucoup de désordre auprès de la maison France Fédération française de rugby, et je veux apporter de l'ordre et apaiser donc toutes les tensions qu'il peut y avoir, apaiser donc au sein de la fédération et redonner surtout la parole et le pouvoir à ceux qui font le rugby du quotidien. Avant bien sûr de donner la parole à Yoann et Philippe, juste les 2-3 grands axes on va dire de tes propositions, c'est quoi les 2-3 grands axes qu'on peut retenir, le grand public, ça rentrait peut-être dans le détail pour les clubs parce que c'est très technique. Ouais, d'accord, ça rentrait dans le détail, effectivement, il y a revaloriser le statut des bénévoles avec des avantages sociaux, la simplification des démarches administratives pour les clubs, c'est trop compliqué. Et puis réformer les indemnités de formation pour une juste reconnaissance du travail des clubs formateurs. Et également, un 4e point, les infrastructures vieillissantes. Donc, on souhaite accompagner par des investissements de la fédération et puis en même temps en allant chercher de l'argent où il est, donc l'État, les collectivités, pour réinvestir les infrastructures. Il faut savoir qu'il y a des infrastructures, il y a pratiquement 3450 installations sportives qui sont déclarés en lien avec la discipline du rugby, qui sont en grande difficulté. Et c'est ce qu'on veut essayer donc de faire dès qu'on sera en responsabilité. Question ou on va dire suggestion ou question de Yoann Huget, intervention. Non, bonjour Didier. Bonjour Yann. On suit ça un peu de l'extérieur parce que j'ai aussi Guillaume Guirado qui est avec toi et il m'a expliqué un peu votre fonctionnement. Cette guéguerre un peu entre vous et Florian Grill, est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour obtenir le gain de cette victoire-là dans une première question, et le fait de vous voir quand nous on ouvre un peu les journaux, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vérifiable ou pas, de vous voir toujours derrière, est-ce que ça vous inquiète ? Ouais, non mais disons que moi j'étais très très surpris et même déçu, je m'attendais à une campagne propre, je m'attendais surtout à ce qu'on puisse échanger concrètement sur des projets. Là, moi, j'essaye de toujours prendre de la hauteur. Vous savez, ce que j'ai vécu pendant pratiquement 25 ans au niveau politique, je pensais vraiment trouver un milieu apaisé, sain, avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur des dossiers, sur des projets. Et je ne m'attendais pas à une campagne
avec notamment les réseaux sociaux. Alors, je vais vous dire, les réseaux sociaux, je ne les consulte pas, mais bon, souvent on m'en reparle, et je suis assez troublé de voir comment ça se passe. J'essaye toujours de positiver. Moi, vous savez, j'ai jamais eu de problème perso, et j'essaye d'apporter justement toute la lumière nécessaire pour réhabiliter, pour essayer donc de réincarner et réenchanter. Réenchanter étant un mot que j'emploie souvent. Moi, j'ai toujours été très très positif dans toutes mes démarches, et je suis assez peiné, effectivement, de voir ces tensions. Alors, Florian Grill, on ne se connaît pas. On s'est rencontrés qu'une seule fois, donc où on a déjeuné ensemble, où j'étais en train de lui dire que j'envisageais peut-être de m'engager, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais j'essaye de prendre toujours de la hauteur, et j'essaye de voir toujours loin, de ne pas rentrer dans ces guéguerres donc, qui n'apportent rien. Et d'ailleurs, les présidents qu'on rencontre aujourd'hui, je vous disais, il y a 40 présidents, on est sur notre programme, rien que sur notre programme, je ne veux pas me justifier sur des choses qui n'ont pas besoin, ça n'intéresse pas. Donc ça n'intéresse pas les présidents, les joueurs, les bénévoles. Leur problème aujourd'hui, c'est comment demain je vais faire fonctionner mon club. Didier Codorniou, qu'est-ce que toi tu trouves, on va dire, quand tu visites tes clubs, parce que j'ai l'impression que c'est quand même depuis 3 mois à peu près ces visites de clubs. C'est quoi l'état du rugby? Est-ce que par exemple les crises de l'été les crises et les débordements et les drames entre guillemets de l'été, est-ce qu'elles ont affecté le rugby des clubs que tu côtoies sur le terrain? Alors, peut-être un élément. Donc, moi, quand je dis que le rugby à 15 se meurt dans nos clubs amateurs, il faut savoir que depuis la création du rugby pro, donc dans les années 90-95, il y avait 1800 clubs amateurs. Et depuis 25 ans, aujourd'hui, il y a 1193 équipes engagées à 15 ans. Donc, il y a pratiquement 700 équipes qui ont disparu avec seulement 571 équipes juniors, 604 équipes cadets, dont certaines jouent à 10 et 50% sont issues d'un rassemblement. Moi, si vous voulez, les fondamentaux du rugby, la perception que j'ai du rugby, c'est le rugby à 15, c'est celui qui structure donc, et qui en même temps permet de vivre ensemble avec nos différences, quels que soient les gabarits, quels que soient donc les jeunes. Et c'est un peu ce problème-là que je constate aujourd'hui. Et après, il y a le championnat domestique qui n'est pas forcément adapté. Les obligations fédérales qui sont trop nombreuses, qui perturbent vraiment les présidents. Moi, tout à l'heure, il me disait, mais nous, on démarre la saison au mois d'août, septembre, et on s'arrête au mois de mars, et ils me demandent alors des choses simples, d'avoir une trêve d'1 mois, ou voire 1 mois et demi, pour qu'ils puissent jouer un peu plus tard. Et puis, malheureusement, souvent des jeunes joueurs, des juniors, qui ne jouent pas assez. Ces problèmes-là, les problèmes aussi des déplacements, avec une partie qui est remboursée, l'autre qui n'est pas remboursée. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de points sur lesquels la fédération doit se pencher, et la fédération doit trouver des vraies solutions durables pour maintenir le rugby amateur et le rugby à 15 ans. Philippe Spanghero avec nous et Didier Codorniou, bien sûr, et puis vous, les auditeurs au 0826 300 300. Philippe. Didier. Alors, je précise que la question n'est pas du tout piège parce que, pour ceux qui, certainement la plupart le savent, j'ai été proche de Florian Grill sur l'ancienne campagne, mais je suis aussi ami avec Didier Codorniou parce qu'on a des relations familiales qui sont fortes. Donc, j'ai une question d'amoureux du rugby qui concerne l'état de la fédération d'un point de vue financier. J'ai l'inquiétude d'un amateur de rugby parce que j'ai l'impression de ce que je lis, de ce que je sais, que on a vécu quand même lourdement ces dernières saisons sur l'exceptionnel de CVC. CVC s'arrête dans 2 ans, c'est une manne financière assez énorme qu'on n'aura plus, et on n'aura plus aussi notre quote-part des revenus du Six Nations qui est quand même un des socles économiques du rugby français. Et par rapport à tout ce que je lis et ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a quand même un sujet d'inquiétude économique que tu partages pas. Alors, quelle est ta vision, toi, par rapport à ça et sur la façon dont le rugby français va pouvoir pallier à l'arrêt des subventions de CVC qui nous ont tenus sous perfusion quelques années? Oui, tout à fait. Non, c'est une question essentielle dans notre dispositif. Bon, déjà, ce qu'on peut regarder avec recul,
c'est que la Fédération française de rugby n'est pas donc en faillite, loin de là. Il y a des fonds propres qui sont estimés à 50 millions, donc il y a de la trésorerie à 69 millions. Il y a des actifs immobiliers qui représentent 87 millions bruts, dont Marcoussis qui est payé. Et puis comme tu le sais aussi, donc ces placements permettent d'avoir 2 millions de recettes par an. Sauf que il y a une diminution des partenariats immédiats. On a perdu depuis les 2 années, j'allais dire des partenariats. Il y a pratiquement 3 millions que l'on perd. Vous savez que dans le cadre de la GMF, qui était un partenaire au niveau des assurances, le problème des assurances est un problème extrêmement sensible, dont on a donc des inquiétudes pour la suite. Et ces partenaires apportaient, notamment la GMF, 5 millions par an. Donc 20 millions qui ont disparu. Donc nous, ce qu'on dit, en clair, on doit rééquilibrer les comptes et on est en capacité. Puisqu'il y a des fonds propres, il y a des provisions dans le cadre du GUE et du GIP qui ont été provisionnées. On pense que ces provisions ne seront pas pourront revenir au budget général et on pense qu'on est en capacité d'équilibrer les comptes en 2025. Après, effectivement, il faut qu'on aille chercher des nouveaux partenaires. Et pour aller chercher des partenaires, comme tu le sais, Philippe, il faut positiver un discours. Là, aujourd'hui, on est tellement extrêmement critique sur tous les sujets que j'ai l'impression que les partenaires ne viennent pas ou s'échappent, puisque, comme vous le savez aussi, on risque de perdre un partenaire Orange. Donc on aura perdu en l'espace de 2 années des partenaires historiques, notamment de premier rang. Donc ce qu'on veut faire, on veut repositiver, montrer que la fédération gère bien ses budgets, est en capacité de fédérer. Après, il faut trouver des nouvelles pistes de financement et innover aussi sur des plans, d'où notre plan de financement, le plan Marshall, qui est un plan de 120 millions. La question de Johan aussi, il y avait 2 questions tout à l'heure de Johan, il y avait une notamment qui faisait allusion aux résultats, aux estimations, notamment que donne Midi Olympique encore dans le journal d'aujourd'hui, et qui sont un peu en contraste avec notamment toi une de tes publications sur les réseaux, Didier, où tu dis toi être en avance et Midol nous dit que c'est Florian Grill qui est très en avance. Ouais. Non, mais en fait, je crois qu'il y a deux études qui sont faites, ou de sondages, enfin, je ne sais pas même si c'est des sondages. Midi Olympique, ils auditent 341 clubs, d'accord ? Nous avons donc sur les 1941 clubs de rugby, donc 1721, j'explique aux auditeurs de Sud Radio qui votent, et nous avons contacté à ce jour, 1525 clubs, qui à ce jour ont pu être rapprochés. Et ça donne un avantage de 41,5% des voix contre 37% contre notre adversaire, en tenant compte qu'il y a 21,5% des clubs qui ne se dévoilent pas ou restent indécis, ce qui peuvent encore faire bouger les lignes. Donc notre sondage et notre outil, qui est un outil performant, avec les 300 référents et coordinateurs que nous avons en France, donc nous permet d'y voir assez clair, notamment durant la dernière semaine. Et c'est pour ça que on ne peut pas trop comparer un sondage de 340 clubs avec le nôtre qui a touché 1525 clubs. J'avais juste une dernière question, Didier, concernant toutes ces démissions qui ont lieu en ce moment au sein de l'équipe de France. C'est dû à un mauvais fonctionnement actuel ou c'est une prise de côté démission du comité directeur, tu veux dire. Sûrement, oui, exactement, pardon. Les 16 démissionnaires du comité directeur, c'était, je crois qu'il y a une dizaine de jours à peu près. Hein. Exactement. Oui. C'est dû à ton candidat en face ou pas du tout ? Non. Moi, la plupart des membres du comité directeur, je ne les connais pas. Non, je crois qu'ils sont en désaccord sur la gouvernance, ils sont en désaccord en fonction des informations qu'ils ont pas. Voilà, moi comme vous, hein, je suis la presse et les médias pour essayer de bien savoir ce qui se passe. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de tensions entre eux. Non, une fois de plus, moi j'essaye vraiment de rester concentré sur ma campagne, sur notre campagne. Il reste pratiquement 15 jours. On est positif. Je reviens un peu sur ce que je vous disais sur les chiffres que je vous ai donnés. Hein. Donc, Alexandre Martinez, qui était président délégué, qui était le responsable des finances, a confirmé ce week-end ce que je suis en train de vous dire, donc avec un
en ayant une analyse un peu plus fine que la mienne, que la situation, donc elle n'est pas dramatique, et qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur ce que je veux dire, il faut partir beaucoup de partenaires. Pour en revenir après ce qui se passe en interne, moi je ne suis pas du tout dans le comité directeur, j'essaie des fois de suivre, et j'essaie même des fois de comprendre. J'ai du mal à comprendre tout ce qui se passe, mais vraiment, mon seul but, c'est de remettre le rugby français la tête à l'endroit, lui redonner de la fierté et de l'envie, et d'attirer de nouveaux licenciés de tout âge, de tout territoire, parce que c'est ça qui est important dans le rugby. Est-ce que Didier, justement, tu sens un besoin de concorde, un peu aussi, quand même, dans ce sport, normalement, qui prône un peu quand même la convivialité, un certain art de vivre. Est-ce que tu ressens, dans les clubs, tu es à Miélan ce soir dans le Gers, est-ce que tu ressens un besoin de concorde ? Oui, tout à fait. C'est exactement ce mot qui est vraiment adapté. On a besoin, quand je dis le bien vivre ensemble, c'est redonner de la fierté avec nos différences. On peut être en désaccord. Je pense que le rugby mérite mieux que toutes ces attaques, que toutes ces violences donc sur les réseaux sociaux. Moi, je m'efforce. Je suis quelqu'un qui veut apaiser, qui veut rassembler. Je suis très attaché à la démocratie participative, donc le pouvoir aussi. Je prends souvent l'exemple de la pyramide renversée, quoi. En fait, je veux redonner le pouvoir à la base, donc reconsolider les fondamentaux et ce côté de concorde. Donc, vous savez, je suis dans une démarche moi pure et sans tâche depuis mes 25-35 ans, donc que je suis en responsabilité, j'ai beaucoup travaillé, je suis élu. Et d'ailleurs, pour confirmer un peu tout ça, notre volonté aussi, c'est de mettre en place des assises nationales du rugby. Ces assises vont durer 4 mois. On ne va pas non plus trop empêcher les responsables, mais on a besoin d'avoir leurs échanges pour mettre tout à plat et sans tabou. Parler aussi de la laïcité. La laïcité dans des endroits, elle est abîmée. Donc, tous ces sujets doivent être discutés avec gravité, mais en même temps avec aussi beaucoup de sérénité. C'est vraiment l'engagement qu'on porte avec mon équipe, qui est une équipe un peu atypique, qui me ressemble. Donc nous, on n'a pas besoin d'être en pleine lumière, on a besoin de faire, d'agir. Et ce qui est important, quand on dit les choses, il faut les faire. Je constate qu'on parle beaucoup, mais peu de réalisations sont faites depuis notamment les 14 mois, 15 mois que le président sortant est en responsabilité. Quentin, une question pour Didier Codorniou qu'on va libérer parce que quand même il est entre guillemets en meeting à Miélan. Déjà bonsoir. On recevait ce week-end sur Sud Radio le vice-président de la FFR, Jean-Marc Lermé. Il nous annonçait, il nous parlait de la nouvelle charte de l'équipe de France. Je voulais savoir quel était votre regard justement sur cette charte, sur les sorties, sur les consommations d'alcool, etc. Oui, mais les chartes, elles existent déjà depuis quelques années. Les chartes, il faut les appliquer, quoi. Ça sert à rien d'inventer des nouvelles chartes sur l'éthique et sur la déontologie qui n'appliquent pas. Regardez ce qui s'est passé en Argentine, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, on a l'impression qu'on épargne les joueurs, on fait beaucoup de politique politicienne. Moi, je veux restaurer l'ordre, quoi. Et pour restaurer l'ordre, il faut qu'on soit très tranchant, qu'on prenne des décisions. Et voilà, une charte n'engage que celui qui l'écrit, mais il faut l'appliquer. Didier Codorniou, merci d'avoir été avec nous merci à vous, et d'avoir pris le temps d'être avec nous en direct sur Sud Radio pour nous parler de cette démarche. Non, c'est le bruit, on l'a plus entendu, c'est juste sur la prise de parole, voilà. Mais bon, les Gersois sont festifs, c'est normal. Merci. Ils sont passionnés, merci à vous. Merci Didier, bonne soirée. Voilà, candidat à la présidence de la Fédération française de rugby, le petit prince, comme on l'a appelé, voilà, celui qui avait donné ce beau ballon à Denis Charvet pour un essai qui avait illuminé une finale du championnat contre Toulon en 89 pour les plus vieux, les plus jeunes. Regardez-la sur YouTube, bien sûr. Tu la connais, cette percée de Denis Charvet, Johan, bien sûr. Directement après, en tournée avec l'équipe de France, c'est ça, c'est magnifique. Magnifique. Allez, on se retrouve dans un instant, bien sûr, pour terminer cette émission avec Philippe Sanguero, avec Yohan Uget, avec vous. Vous nous appelez au 0826 300 300. Je vous rappelle qu'il y a 2 places à gagner pour un certain Toulouse-Clermont. Il y aura peut-être
peut-être Urdapilleta et peut-être Antoine Dupont. Voilà, on en a parlé en début d'émission. Bref, vous, en tout cas, grâce à Sud Radio, vous avez la chance de gagner 2 émissions. Allez, ils peuvent gagner des émissions aussi, hein, mais... il y en a plus que 2. Allez, à bientôt en tout cas, et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre attention. Avec UMUG, avec Philippe Sanguero, bien sûr, avec vous, au 0826 300 300. La campagne, tu la suis, là? On avait Didier, mais tu t'intéresses, Johan, ou non? Moyennas. Moyennas. Non, c'est important pour le rugby français, bien entendu, François, mais il y a tellement de choses autour qui se passent. Comme j'ai dit, il y a une petite guéguerre en interne qui fait qu'on lâche petit à petit. On suit sa candidature, bien sûr, à Didier et celle de Florian. Mais à la fin, on a l'impression que c'est une bataille de cours de récréation et ça nuit plus au rugby français qu'autre chose. En tout cas, on a pris le temps de parler. Bien sûr, d'ici le scrutin, qui est le 19 octobre, on vous le rappelle, voilà, Florian Grill sera avec nous aussi pour nous exposer ces grandes lignes. 0826 300 300, 2 places à gagner pour Toulouse-Clermont de ce week-end. Et on accueille Thomas qui a joué avec nous. On est content de t'avoir, Thomas. Bonsoir. Bonsoir François, bonsoir Johan, bonsoir Philippe. Merci. Salut. Et bravo, parce que 2 places à gagner, bien sûr, pour aller voir le Stade Toulousain, dont tu es supporter. Alors, donc j'imagine que le week-end n'a pas été non plus complètement génial, là, avec la défaite à Castres. Ouais, il a été un petit peu dur, en effet, c'est sûr. Il y avait les copains salopettes rouges qui étaient, les pauvres. Mais on a plongé en deuxième mi-temps, quoi. On a refait les mêmes erreurs que face à l'UBB, tout simplement. Salopette rouge, c'est un groupe de supporters, c'est ça ? C'est le groupe de supporters officiel, tout à fait. C'est un groupe de supporters officiel. Avec qui, donc c'est une famille un peu. D'accord. Et puis on se retrouve à Vallon. Et donc la famille est allée à Castres ou pas, la famille des supporters du Stade Toulousain ? Une partie de la famille, en effet, y a été. On les a entendus chanter. Ouais. Et malheureusement, bon, c'est pas eux qui ont amené la victoire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand même pour ces Toulousains à Castres? À force, ça commence on va limite penser que ça fait que 2 fois, François, je t'en prie. Et depuis 2019. Moi, j'ai lu qu'ils n'avaient plus gagné à Pierre Fabre depuis le 29 avril 2019. Ouais, après, faut relativiser quand même, parce que cette année, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est une vraie défaite. Les années précédentes, des fois, on a envoyé quand même une équipe un peu de doublons. Là, cette année, par contre, il n'y a rien à dire. Ils ont été plus forts, notamment sur la deuxième mi-temps, mentalement. On a perdu là où on a gagné notre Coupe d'Europe l'année dernière, dans les Rucks. C'est assez incroyable. Mais du coup, ça veut dire aussi que malgré ces 2 défaites, que ce soit face à l'UBB ou face à Castres, on va remonter, quoi. Et on va revenir. Ouais, bon, c'est pas mal, histoire de ressouder tout le monde, ça donne un peu de grain à moudre aux entraîneurs, comme ça, voilà. C'est pas facile non plus, Johan, de régénérer la machine après un doublé. Non, mais parce que quand même, la saison dernière a été quasi parfaite pour le Stade Toulousain. C'est vrai que c'est à manager pour les joueurs aussi, même inconsciemment, bien sûr, parce qu'on imagine qu'ils sont tous très professionnels et très motivés, mais quand même. Non, mais ils ont des objectifs aussi personnels. L'équipe de France en fait partie. S'ils n'arrivent pas à se trouver la motivation en club, parce que c'est une routine, tous les jours on s'entraîne, alors ça reste la passion, du plaisir. Mais des fois, Antoine Dupont l'a évoqué aussi, qu'il tombait dans une forme de routine et que le 7 l'avait un peu sorti de cette routine-là. Maintenant, je pense que le staff a les leviers nécessaires aussi pour les nourrir, ces joueurs, parce qu'il faut les nourrir, ou sinon ils s'ennuient vite. Après, il y a eu une défaite, il y a eu un croche-patte à domicile. Beaucoup d'entraîneurs auraient fait appel à des joueurs un peu plus d'expérience, et eux restent toujours dans la même logique de faire tourner, de procéder à ce turnover. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. En ce moment ça marche pas trop. Mais est-ce qu'on regarde pour demain? Il y a la tournée d'octobre qui arrive. Ces joueurs-là vont être utilisés, donc il faut qu'ils prennent un peu plus leur rôle à cœur et qu'ils s'investissent un peu plus d'investissement, notamment dans les rucks. D'un point de vue managérial, Philippe, c'est un peu du pain béni, là, ces 2 défaites pour Hugo Mola et le staff, là, pour remotiver tout le monde, là, non?
Oui, ça l'est. Il l'a dit clairement, Hugo, déjà dès la défaite contre l'UBB, puis ça a été renforcé par la défaite de ce week-end. Il a dit que le Stade Toulousain était rentré dans le rang. Alors c'est un peu violent volontairement. On sait toujours que le Stade Toulousain a un statut particulier, mais là c'est vrai que rentrer dans le rang parce que ils sont pas leaders de ce championnat, parce que on voit que des équipes sont capables de les battre. Et ça, bien sûr, que c'est des leviers importants pour remettre les joueurs un peu face à leurs responsabilités, parce que comme tu le disais, tout ça est très inconscient. Honnêtement, ce qu'a réussi le Stade Toulousain dans la récurrence, dans la durée, à se remobiliser après des titres, quasiment aucune équipe y est arrivée, à part le Stade français des années 2000, sur une période assez longue. Et donc, des fois, c'est un peu plus long de se remettre en route. C'est vrai que ce qui est un peu surprenant là, c'est le caractère, le manque de réaction sur le comportement, sur le combat, sur ces zones de règle dont on vient de parler, sur la mêlée fermée. Là, c'est vrai que c'est des zones où, au-delà du projet de jeu, tu te dis, après avoir perdu à domicile, il faut se rassurer là-dessus. Le Stade Toulousain ne s'est pas rassuré sur ces fondamentaux-là à Castres. Donc, on va voir, on attend avec impatience de voir le visage du Stade Toulousain lors de la prochaine sortie, dès ce week-end à domicile. Ouais, samedi soir, les places gagnées par Thomas pour Toulouse-Clermont, samedi 21h05, on le vivra bien sûr en direct en intégralité sur Sud Radio. Thomas, t'es pas inquiet quand même en tant que supporter du Stade Toulousain? Non, absolument pas. Absolument pas, au contraire, ça va servir, quoi. Parce que je pense qu'à la mi-temps, aux interviews qu'on entendait du coup, aux interviews à la mi-temps, les joueurs avaient déjà gagné un match, tu vois. Ils étaient déjà satisfaits de ce qu'ils avaient fait, et puis finalement la deuxième mi-temps a servi de piqûre de rappel. Je suis pas inquiet honnêtement, et je pense qu'on va accueillir Clermont avec une grosse équipe. Et je pense que ça va être très sympathique à voir et qu'on va faire un gros match. Et je vois bien une victoire bonifiée. Ouais, tu vois bien Dupont aussi rentrer ou pas? On espère, on espère vraiment. Le temps devient long. Ouais, c'est vrai que c'est long, mais tant mieux s'il rentre et il a l'air prêt, il a l'air frais. En tout cas, c'est un peu ce qui transparaît, Johan, non? Ouais, il a l'air toujours frais, il a l'air toujours. Maintenant, c'est suivant ses sensations à l'entraînement cette semaine. Je pense que le staff ne va pas prendre de risques. Mais ils ont envie aussi de l'avoir parce que c'est quand même son employeur, le Stade Toulousain. Et au bout d'un moment, les supporters aussi ont envie de le voir. On le voit quelques apparitions sur les entraînements. Est-ce qu'ils vont l'utiliser, le mettre remplaçant? Je sais pas. Après, ça envoyait quand même un message d'urgence si on le fait revenir aussitôt. Enfin, d'un point de vue extérieur, l'utiliser là maintenant, c'est un peu le sauveur, le pompier de service. On a l'habitude, mais voilà, ça ne serait pas envoyer une bonne image ou une bonne aux autres joueurs. C'est trop tôt pour toi, Philippe? Je suis assez d'accord avec Johan, c'est peut-être un peu tôt, il rentre à peine, alors peut-être le mettre remplaçant et rentrer en fin de match en fonction du scénario, mais je le vois pas démarrer. Je trouve qu'en effet ce serait un mauvais signal managérial, mais bon, après Hugo fait ses choix aussi, c'est lui qui est à la semaine avec ses joueurs et qui sait prendre la température, mais je suis plutôt d'accord avec Johan. Ouais. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, vite Philippe, on doit rendre l'antenne. Ma chronique télé, comme on parle d'Antoine Dupont, pour ceux qui n'ont pas encore vu les rencontres du Papotin avec Antoine Dupont, honnêtement, c'est d'une fraîcheur, ça fait un bien fou. Donc allez tous voir ça parce que c'est un échange magnifique. Ouais, dans lequel il s'est livré comme jamais. D'ailleurs, il sera sur Sud Radio. Tous les enfants les comprennent. Il a même chanté du Céline Dion. Oui, ça c'est Antoine qui chante du Céline Dion. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour tes torrents, tes neiges éternelles. J'habite tous tes yeux brillants, ton sang coule ou des bras me serrent. J'irai où tu iras. Voilà, mais c'est vrai que c'est un chouette moment. On en aura un très beau sur Sud Radio puisque il sera avec nous. Et d'ailleurs, vous pouvez jouer sur sudradio.fr, gagner son maillot et gagner donc cette rencontre exclusive avec Antoine Dupont. Mot de passe Antoine. Mot de passe Antoine, bien sûr, mais sudradio.fr. Est-ce que c'est le même mot de passe tous les jours? Non, ça change chaque jour. Voilà. Il y a eu Toto, il y a eu 6 Nations. Aujourd'hui, Antoine. Et demain. Et un autre jour. C'est autre chose. Merci Thomas d'avoir été avec nous, de nous avoir appelé au 0800 26 300 300. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Gros bisous à tous et encore merci. Merci Philippe, merci Johan, Quentin, toute l'équipe bien sûr. Et tout de suite, avec un peu de retard en son excuse, Jacques Pessy, les clés d'une vie.